Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans une époque fascinante et pleine de contradictions. La France du XVIIIe siècle. Imaginez un peu. D'un côté, un pays qui est l'un des plus riches et des plus modernes du monde, et de l'autre, une société où 98% des gens n'ont pour ainsi dire aucun droit. C'est ce grand écart, cette tension immense qui va mener tout droit à la Révolution française. Allez, on décrypte ça ensemble. Alors, pour bien comprendre ce paradoxe, regardez ces deux images. C'est saisissant. D'un côté, on a le port de Marseille en 1754. Ça grouille de monde, de navires, d'activités. C'est l'image d'une France qui bouge, qui s'enrichit, qui est connectée au monde entier. Et de l'autre côté, on a une pyramide sociale qui, elle, n'a pas bougé depuis le Moyen-Âge. C'est ce choc frontal entre l'économie qui carbure et la société qui est bloquée à l'ancienne qui va tout faire exploser. Du coup, ça nous amène à la question centrale, la problématique qui va nous guider. Comment est-ce possible ? Comment une France aussi bouillonnante, aussi pleine d'idées nouvelles, a-t-elle pu rester coincée dans une sorte de carcan social hérité du Moyen-Âge ? C'est le mystère qu'on va essayer de résoudre. Pour y voir plus clair, voici notre plan d'attaque. D'abord, on va analyser les deux forces en présence. Le moteur du changement face au mur de la tradition. Ensuite, on verra comment les idées nouvelles viennent jeter de l'huile sur le feu. Et enfin, on comprendra pourquoi, à la fin, la crise était devenue inévitable. Allez, c'est parti pour la première étape. On va s'intéresser à ce fameux moteur du changement. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, la France du XVIIIe siècle, ce n'est pas du tout un pays endormi. Loin de là. C'est une vraie puissance en pleine ébullition. Regardez-moi cette carte. Elle parle d'elle-même, non ? On voit un royaume qui fourmille d'activités économiques. Suivez un peu les flèches du commerce, regardez les grands ports comme Bordeaux, Nantes, ils sont littéralement tournés vers le monde. Et puis, il y a les centres industriels qui commencent à apparaître, comme au Creusot pour la métallurgie. Faut bien se rendre compte qu'à cette époque, la France est une des toutes premières puissances économiques mondiales. Et cette dynamique, elle ne fait que s'accélérer. Ce graphique, il est limpide. Regardez la courbe à partir de 1740, hop, ça décolle. La production, que ce soit dans l'agriculture ou l'industrie, elle explose. Le royaume crée de plus en plus de richesses. Et s'il y avait un chiffre à retenir pour résumer tout ça, ce serait celui-là. 4. Le commerce extérieur a été multiplié par 4 en un seul siècle. C'est juste colossal pour l'époque. Une croissance phénoménale tirée en grande partie, on va le voir, par le commerce avec les colonies. Mais cette richesse spectaculaire, il faut être très lucide, elle a une face sombre. Elle vient en grande partie de ce qu'on appelle le commerce triangulaire. Les grands ports, comme Nantes ou Bordeaux, s'enrichissent en important des produits des colonies, comme le sucre, le café, des produits très à la mode. Mais soyons clairs, ce système repose sur une violence extrême, l'exploitation d'esclaves dans les plantations et la traite négrière. C'est le fondement de cette prospérité. Et le dernier moteur, c'est la population elle-même. La France passe de 20 à 28 millions d'habitants en un siècle. C'est le pays le plus peuplé d'Europe. D'un côté, c'est une force, bien sûr, plus de bras pour travailler, mais c'est aussi un défi gigantesque. Il faut nourrir tout ce monde, il faut leur trouver une place dans la société. Et ça crée forcément des tensions. Ok, on a vu le moteur puissant qui pousse la France vers l'avant. Maintenant, on va voir ce qui se dresse en face. Le mur des traditions qui bloque tout. La société dort. Alors, c'est quoi exactement ce mur ? C'est cette organisation de la société en 3 ordres que l'on voit ici. Sur le papier, c'est simple. Le clergé prie, la noblesse fait la guerre, et le tiers-état, il travaille pour nourrir les deux autres. Le vrai problème, c'est que ce système est complètement gelé. On est dans une case et on y reste. Pas en fonction de son talent ou de son travail, non, juste par sa naissance. Imaginez un monde où il n'y a aucune chance de s'élever socialement. Et ce graphique nous montre à quel point ce système est déséquilibré. C'est même un gouffre. Le tiers-état, c'est-à-dire quasiment tout le monde, représente 98% des Français. Et en face, on a les deux ordres privilégiés, qui ne sont que 2% de la population. 98 contre 2. C'est ça, la réalité démographique. Et cette inégalité, elle n'est pas que dans les chiffres. C'est une injustice fiscale et sociale révoltante. Les 2% les plus riches, le clergé et la noblesse, ne paient quasiment aucun impôt. Et en plus, ils se gardent pour eux tous les postes importants, dans l'armée, l'administration. Pendant ce temps, les 98%, ceux qui créent la richesse du pays, ce sont eux qui portent tout le fardeau des impôts. Le système est profondément injuste et il devient de plus en plus insupportable. Cette colère qui monte, elle est parfaitement résumée par un auteur de l'époque, Beaumarchais, dans sa pièce « Le mariage de Figaro ». Son personnage, Figaro, un homme du tiers-état, s'adresse à un noble et lui balance cette phrase, devenue célèbre. « Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie. Qu'avez-vous fait pour tant de bien ? Vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. » Tout est là. La critique contre le privilège de naissance, elle est devenue frontale, virulente. Cette société bloquée,
injuste, elle est de plus en plus attaquée. Et cette attaque, elle n'est pas seulement basée sur la colère, elle est nourrie, argumentée par un grand mouvement d'idées qui va donner les mots et les concepts à la Révolution. Les Lumières. Cette critique, elle est portée par des penseurs qu'on appelle les philosophes des Lumières, Montesquieu, Rousseau, Voltaire. Leurs idées vont saper les fondations même de l'Ancien Régime, c'est-à-dire la société d'ordre et la monarchie absolue. Ils vont promouvoir des concepts qui sont de vraies bombes à l'époque. La raison doit l'emporter sur la tradition, chaque individu doit avoir des libertés, des droits, l'égalité des droits pour tous, c'est une révolution intellectuelle qui prépare la révolution politique. Et attention, ces idées ne restent pas dans les livres de quelques intellectuels, pas du tout. Elles circulent, elles se diffusent dans la société, notamment dans les salons parisiens comme celui de Madame de Tencin, mais aussi dans les cafés, dans les journaux qui se développent. Une opinion publique commence à naître, et elle est de plus en plus critique vis-à-vis du pouvoir. Bon, on a vu les faits, on a vu les idées, maintenant, petite pause méthodologique. C'est super important, y compris pour le bac. Comment est-ce qu'on sait tout ça ? Ça nous amène à un point crucial. Il faut apprendre à penser comme un historien, et ça veut dire avant tout critiquer ses sources. Pour bien comprendre, regardons ces deux documents. Ils parlent de la même chose, la vie dans les campagnes françaises. À gauche, on a un tableau, une commande de l'entourage de la reine. On y voit une ferme parfaite, toute propre, des paysans qui ont l'air super heureux. Une image d'Épinal. Et à droite, on a le carnet de voyage d'un Anglais, Arthur Young. Et lui, il nous décrit la misère, des maisons en ruine, des paysans qui crèvent de faim. On a deux visions totalement opposées. Alors, qui dit la vérité ? Eh bien, l'historien, il ne choisit pas. Il analyse les deux. Le tableau, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous renseigne sur l'image que le pouvoir veut donner de lui-même. C'est de la communication en quelque sorte. Le texte de Young, lui, c'est un témoignage plus direct, même s'il a aussi son propre point de vue. C'est en croisant les sources, en se demandant toujours qui parle, pourquoi, qu'on arrive à construire une vision plus complexe, plus juste de la réalité. Allez, on reprend le fil de notre enquête. On a donc d'un côté un moteur économique et démographique surpuissant et de l'autre un mur social qui refuse de céder. Le choc, il devient inévitable. Ce schéma, il résume parfaitement la situation explosive. Les transformations économiques créent une société nouvelle qui ne ressemble plus à l'ancienne. Cette société se cogne contre les blocages de la société d'ordre. Et par-dessus tout ça, les idées des Lumières viennent légitimer la contestation. Tous les ingrédients sont là. La marmite est sur le point d'exploser. On est donc à la veille de 1789 et la grande question qui se pose et que les historiens se posent encore, c'est celle-ci. Est-ce que la monarchie aurait pu se réformer ? Est-ce qu'il y avait une autre issue ? Ou est-ce que la Révolution était devenue le seul moyen de faire sauter le verrou ? C'est ce qu'on verra dans notre prochain cours. Et pour finir, voilà une petite fiche de révision, le kit de survie pour le bac sur ce chapitre, les dates à connaître absolument, les concepts clés qu'il faut maîtriser sur le bout des doigts comme société d'ordre ou lumière et les acteurs principaux. Et surtout, retenez ce conseil de méthode, il est en or. Toujours croiser les sources. C'est comme ça qu'on construit une analyse solide et qu'on évite de tomber dans les pièges. Voilà, merci pour votre attention.